À la fin d'octobre, la frustration gagnait les états-majors japonais et américains autour de Guadalcanal. Les navires alliés à flot et les avions en l'air n'avaient pas réussi à isoler l'île, ni même à garantir l'arrivée sûre des renforts. Après 2 semaines comme commandant de la force du Pacifique Sud, l'amiral Halsey se sentait exaspéré. À terre, une force dite irrésistible, l'armée impériale japonaise, s'était heurtée à un obstacle manifestement inamovible, le corps des Marines des États-Unis. Quelque chose devait céder bientôt. En novembre, chaque camp décida d'attaquer l'autre, chacun croyant sa force suffisante pour forger l'issue à son avantage, de façon décisive. À Nouméa, Halsey accéléra l'acheminement des ravitaillements et des renforts, tout en perturbant les efforts de l'ennemi. L'amiral Yamamoto, par l'intermédiaire de l'amiral Kondo, acheva un plan d'opération destiné à assurer la suprématie dans les Salomon. Comme souvent, le plan américain était simple et direct: amener des troupes et des ravitaillements par les voies aériennes et maritimes. De leur côté, les Japonais établirent un calendrier complexe de mouvements interdépendants de troupes et de navires. Le 30 octobre, le croiseur antiaérien Atlanta et les destroyers Aaron Ward, Benham, Fletcher et Lardner escortèrent des transports chargés d'artillerie de 155 mm. Un cadeau bienvenu pour les Marines, qui pouvaient enfin surpasser Pistol Pete au tir. Après le lever du soleil, le 3 novembre, pendant que les grosses pièces étaient débarquées, l'escorte offrit un appui de bombardement vigoureux à une poussée vers l'ouest jusqu'à Point Cruz. Entre le 2 et le 10 novembre, l'ennemi utilisa la vieille ruse du passage discret par le Sound, et il débarqua 1500 soldats, puis bien davantage par destroyer. Mais les croiseurs San Francisco et Helena martelèrent les nouvelles positions, et le 9, la force de Collie Point était pratiquement anéantie. Pendant ce temps, les Seabees travaillaient sans relâche pour réparer et agrandir Henderson Field. Les avions basés là malmenaient les destroyers et couvraient l'arrivée des munitions. Les 90 tonnes du Lansdowne furent amenées sous l'œil du périscope qui avait torpillé le cargo Majaba. L'exécution des plans américains resta confiée au contre-amiral Richmond K. Turner, commandant des forces amphibies du Pacifique Sud. 2 groupes de transport chargés de troupes, de vivres, de munitions et de matériel d'aviation. Ils mettent cap au nord, sous la protection de croiseurs et de destroyers, menés par les contre-amiraux Norman Scott et Daniel G. Callahan. Les renseignements laissent entrevoir un afflux de navires ennemis à Truk, à Rabaul et aux Shortlands. Halsey envoie une force d'intervention, la Task Force 16, sous le contre-amiral Thomas Kincaid, avec le porte-avions Enterprise et des cuirassés. Si Big E, encore en réparation, ne peut pas arriver à temps, les cuirassés, avec 4 destroyers, seront détachés sous le contre-amiral Willis A. Lee. C'est exactement ce qui se produit, et c'est une grande chance. Des sous-marins et des avions basés à terre dans le Pacifique Sud accentuent la pression. La 1st Marine Air Wing, du général Geiger, à Henderson, assure la couverture directe. Les Japonais, de leur côté, déploient un puissant écran sous l'amiral Kondo. 2 porte-avions légers, 4 cuirassés, 11 croiseurs, et plus de 3 douzaines de destroyers, pour couvrir un renfort majeur. Le plan prévoit Henderson Field écrasé le 14 novembre par un lourd bombardement. Les 2 camps disposent de bons renseignements sur les intentions de l'autre. Il n'y a pas de surprise au sens stratégique. Le jour J en Afrique du Nord se lève. Les transports de Turner approchent dans de Lunga. Des exemplaires de la presse du matin passent de main en main, parmi des hommes habitués au retard depuis longtemps. Mais un sous-marin porte-hydravion a déjà repéré le convoi. À l'aube du 11 novembre, quand les chaînes d'encre ont grondé dans les écubiers de Zailin, Libra et Bellatrix, les Marines ont débarqué vite. Une douzaine de vals du porte-avions Iyo ont surgi en piqué. Un guetteur côtier et le radar avaient donné l'alerte. Un tir antiaérien nourri les a accueillis. Plus tard, environ 27 Betty sont venus de Rabaul. Turner, maître pour déjouer les attaques d'avions torpilleurs,
a viré à droite pour tenter le groupe du Nord. Puis il a viré à gauche pour que les torpilles courent parallèles et sans effet. Des Wildcats de Henderson ont étrillé la vague du Sud. Les batteries antiaériennes abattaient en moyenne un avion par minute. Il y eut un prix à payer. Le destroyer Buchanan a subi de lourds dégâts aux superstructures à cause de tirs amis et a reçu l'ordre de se retirer. Un avion ennemi endommagé s'est écrasé délibérément sur le poste de contrôle arrière de San Francisco. Cela a mis hors service un radar et un directeur de tir anti-aérien. Environ 50 hommes ont été blessés, dont le commandant Mark H. Crowther a refusé l'évacuation. Il allait mourir bientôt. Au crépuscule du 12 novembre, avec 90% du chargement déjà sur la plage, les transports se sont retirés. Callahan allait bloquer, et bloquer très fort. Il a ordonné la disposition de combat B1, une colonne en forme de serpent. Les destroyers Cushing, Laffey, Sterett et O'Bannon en tête. Les croiseurs Atlanta, San Francisco, Portland, Helena et Juneau au centre. Les destroyers Aaron Ward, Barton, Monson et Fletcher à l'arrière. La formation facilitait la navigation en eau resserrée. Elle simplifiait les signaux. Mais les navires aux meilleurs radars de veille n'étaient pas en tête. Et l'Atlanta, avec un matériel inférieur, marchait devant le navire amiral. Le vice-amiral Hiroaki Abe descendait déjà. Les cuirassés Hiei et Kirishima. Le croiseur léger Nagara. Et 14 destroyers. Les élévateurs à obus étaient bourrés d'obus de bombardement, à parois minces et à fusées rapides. La poudre sans flamme était prête. Abe pensait que les Américains s'en iraient avec le soleil. Il ne s'attendait pas à un affrontement de surface majeure. Des grains ponctués d'éclairs balayaient Iron Bottom Sound vers minuit. Abe fit demi-tour. Puis après un rapport favorable venu de Guadalcanal, il remit le cap sur Lunga. 40 minutes perdues. Devant, sous la lumière des étoiles et des éclairs en nappe, 2 colonnes américaines et une force de bombardement japonaise allaient se percuter à portée de pistolet. Dans les heures qui suivirent, les Japonais la prirent. D'abord avec Hiei, ravagé par les tirs et par une attaque aérienne. Puis, 2 nuits plus tard, avec Kirishima, sous les canons guidés par radar de l'USS Washington. À quelle vitesse de grands navires pouvaient être immobilisés et anéantis. Le traumatisme s'inscrivit dans les carrés d'officiers et dans les journaux de Tokyo. Pas seulement la perte d'acier, mais celle de la certitude. Le mythe de l'invincibilité se noyait dans Iron Bottom Sound. Et l'initiative, dans la bataille de nuit, s'échappait pour de bon.